Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Germain Pouli, patron du journal Togo Réveil, bonjour. Bonjour Jeanne et bonjour à tous les auditeurs de RCJ. On dirait que à Togo Réveil, ça va bien, que vous avez augmenté les pages. Ça va bien, on a des ambitions certes, mais la situation est difficile. On a augmenté les pages tout simplement parce qu'on veut faire de nouvelles offres en termes d'information, donc au public. On veut faire moins de politique, comme la plupart des journaux, faire beaucoup dans le social, dans l'entrepreneuriat, dans les inventions, les créations, faire beaucoup aussi pour la culture et puis offrir quelques pages de visibilité aux producteurs togolais. Donc on a juste qu'augmenté 4 pages. Donc nous sommes passés de 8 à 12 pages et la production devient plus difficile. On a besoin aussi d'une équipe renforcée. C'est assez dur, mais c'est un défi qu'on s'est lancé avec les faiblesses que nous connaissons tous au niveau de la presse togolaise. Il n'y a pas beaucoup de soutien, il n'y a pas beaucoup de publicité, mais on espère que grâce à Dieu on pourra tenir le coup. En tout cas on est engagé, on espère, avec l'appui des uns et des autres, de ceux-là dont nous parlons également, de tous ces jeunes producteurs, ces Togolais qui se battent dans leur coin, qui pourront nous apporter un soutien. Si ce soutien arrive, ça sera une bonne chose, mais on est engagé, on fera le travail. Nous sommes dans le coin du DP, l'invité du jour Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain, cette semaine les rédactions ont beaucoup parlé et écrit sur le verdict des étudiants Sativi et son second. Ils sont condamnés à 12 mois de prison avec sursis. Donc on estime que la justice n'a pas dit le droit. Les avocats de ces étudiants prévoient saisir la cour d'appel. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on n'est pas d'accord avec une décision de justice, il y a d'autres juridictions supérieures donc à la première juridiction qui a rendu donc la décision. Là, il s'agit d'un tribunal. On peut donc aller en appel devant la cour d'appel. Si on n'est pas d'accord avec la décision de la cour d'appel, on peut se pourvoir en cassation. Et là, au niveau de la Cour suprême, si on n'est plus d'accord, il n'y a plus de possibilités. Je crois que c'est la limite. Donc je pense que c'est une bonne chose que les avocats qui disent qui sont pas d'accord avec le jugement donc saisissent la cour d'appel, peut-être pouvoir annuler donc cette condamnation à 12 mois de prison avec sursis. Mais pour d'autres observateurs que moi j'ai écoutés, la justice a agi dans le sens de l'apaisement. D'autres disent que la justice a été crédible.
qu'elle a rendu le droit. Toujours est-il que pour nos citoyens togolais, ces étudiants n'iront pas en prison, donc c'est l'essentiel. Donc ils n'iront pas en prison parce que cette peine est assortie d'un sursis. Et le sursis, c'est tout simplement qu'on vous met en observation au cas où vous récidivez, au cas où vous commettez les mêmes infractions. La peine qu'on ne vous avait pas appliquée vous sera appliquée cette fois-là. Donc je crois que quand on met les deux choses dans la balance, les étudiants sont libres, c'est ce que souhaitaient les étudiants en général, c'est ce que souhaitait le corps enseignant, parce que bien évidemment à la place d'un étudiant, ce n'est pas la prison, c'est dans les amphis. Donc globalement, il y a satisfaction. Mais il ne demeure pas moins que le campus a été assez troublé et que c'est sur la demande même des enseignants, parce qu'il y a 2 syndicats de l'enseignement supérieur qui se sont plaints donc de ce chaos créé donc par cette situation au niveau des principaux responsables de la Ligue togolaise des droits de l'étudiant. Et donc il y a eu quand même nécessité, et le corps enseignant, y compris donc la présidence de l'université, ont dû faire l'appel donc à la sécurité normale, qui est venue en renfort à la sécurité de l'université, donc pour pouvoir établir de l'ordre. Donc il y a eu trouble à l'ordre public, il y a eu quelques dégâts. Et il faut le dire et il faut le reconnaître, parce que on peut manifester, c'est le droit de tout le monde de manifester, mais les manifestations doivent être pacifiques. Et les manifestations doivent se tenir aussi dans le respect du droit des autres, qui ne sont pas forcément associés aux manifestations, qui ne veulent pas y prendre part ou qui ne sont pas concernés. Donc on ne peut pas, un mouvement ne peut pas obliger tous les étudiants, d'abord tous les mouvements, parce qu'il y a une 50aine d'associations, on ne peut pas obliger toutes les associations à le faire. Et on peut le dire aussi, tous les étudiants ne sont pas dans les 50 associations. Donc il y en a qui sont même pas membres de ces associations. Donc on ne peut pas obliger forcément à suivre. Il faut apprendre de plus en plus à mener des manifestations dans le calme. Et ce sont ce genre de manifestations qui sont autorisées par la loi. Parce que quand vous commencez par casser, quand vous commencez par empêcher la liberté des autres, alors que vous aussi vous avez la liberté de manifester, ça pose un problème. Donc, heureusement, on a une loi sur la manifestation qui est claire. Il y a une loi interne aussi, un règlement à l'université qui encadre aussi ce type de manifestation. Je crois que les étudiants qui disent se battre pour améliorer leurs conditions de vie et d'études devraient tout simplement respecter ces règlements-là et pouvoir manifester librement, en garantissant aux autres aussi leur droit à circuler au campus, leur droit à aller au cours, en garantissant aussi la sécurité des enseignants qui se sont plaints donc de cette situation. Et à part les études supérieures, nous avons au niveau des collèges et lycées primaires, nous sommes en fin d'année, les premiers examens ont déjà commencé. Cette semaine a démarré la correction du bac 1. Pourtant l'année a été quand même mouvementée. Oui, non, je crois que l'année a été mouvementée, mais elle n'a pas été comme les années antérieures. Donc 2013-2014, qui ont été beaucoup plus mouvementées que cette année, mais ces années ont abouti. Et je crois que aussi bien le corps enseignant que le gouvernement, qui est globalement l'employeur des enseignants, c'est vrai qu'il y en a dans le privé, dans le confessionnel, donc prennent la mesure de la situation, prennent la mesure des sacrifices qui ont été consentis par les parents, des efforts qui ont été également faits par des élèves, donc pour qu'une année ne débouche pas sur une année blanche. Donc, quelles que soient les revendications, on a pu le constater depuis 1990 que ce mouvement a commencé au Togo, il n'y a jamais eu d'année blanche. Ça veut dire que même quand on ferme les universités parfois pendant un mois et plus, on arrive quand même à sauver l'année. Quand il y a des remous dans le scolaire et dans le préscolaire, scolaire et dans le lycée, on arrive toujours aussi à sauver l'année. Et je crois que c'est une bonne chose. Il faut féliciter tous les partenaires donc de l'éducation, y compris les parents d'élèves, qu'on ne cite pas beaucoup donc dans ce genre de tractation, mais qui également pèsent pour que l'année se déroule bien. Donc, on ne peut qu'être content. Bon, l'objectif des enseignants quand ils font les mouvements,
ce n'est pas de saboter totalement le cours de l'année. On le constate. L'objectif aussi du gouvernement, quand il fait des efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, c'est de permettre que ceux-ci puissent quand même finir l'année. Donc je crois que c'est une mutualisation de volonté qui a fait aujourd'hui que l'année se déroule bien comme par le passé. C'est vraiment pas une surprise pour nous parce que les remous cette année ne sont pas aussi importants que les années antérieures. On ne peut que saluer donc cette collaboration-là entre les enseignants et leurs employeurs en général. On espère tout simplement que les élèves seront donc à la hauteur des attentes donc des parents et qu'on aura de bons scores donc à l'issue de ces examens qui ont commencé. Et voilà, le candidat invité du jour, directeur d'application du journal Togo Réveil, Germain Poli. Germain, le vote de la loi sur la création de communes a été également au centre des débats cette semaine. Comment Togo Réveil accueille cette loi? Oui, alors nous, je crois que une semaine avant le vote de cette loi, il y a le groupe parlementaire ANC qui a fait une sortie que nous avons relayée donc juste le lendemain. Et dans notre parution, nous sommes revenus un peu sur les préoccupations de ce parti qui estimait que le gouvernement qui a introduit ce projet divisait les Togolais, qui estimait qu'on a créé des préfectures quelques mois plus tôt pour des populations du Nord, qu'on a créé des communes pour la population du Nord, et qu'il y a une disparité. Je crois que c'est un débat que nous n'avons pas beaucoup apprécié, surtout venant de la part d'un parti aussi important que l'ANC, qui est la principale formation donc de l'opposition. D'abord, ce parti a tiré sur la fibre ethnique, ce qui n'est pas une bonne chose, surtout pendant ce processus donc de réconciliation où depuis des années le problème ethnique a été une forme de discorde entre Togolais, où on cherche depuis quelques années en tout cas à refermer ou à repenser les plaies. Ce n'est pas bien de présenter la situation de cette manière. Maintenant, quand on prend une à une les préoccupations, donc l'ANC relève tout simplement que au nord où le pouvoir est plus populaire, il a créé plus de communes, et au sud il y a moins de communes, et on estime qu'il y a une moyenne nationale qui devait être celle des communes quand on prend la population togolaise divisée par les 116 communes. Donc il y a eu une moyenne nationale qui tourne autour de 150 000, un peu plus. Donc ça devait être, bon, je crois que ça c'est un débat qui a lieu dans tous les pays. Et vous avez dans les grandes démocraties des communes de 3000 personnes. Je connais des Togolais, des Togolaises en France qui sont des maires de communes de moins de 6000 personnes. Bon, et tout ça nous vient de là. Et donc le partage des communes se fait selon plusieurs critères. Ce n'est pas seulement par rapport à la population ou simplement par rapport à la superficie. C'est vrai que là, on ne parle de population sans parler de superficie. Normalement, on devait aussi parler de la superficie. Mais ce n'est pas uniquement par rapport aux deux critères. Il faut voir la viabilité donc de ces communes. Nous en avons assez. 116 communes au Togo, c'est beaucoup pour un petit pays comme le nôtre. Il faut trouver les moyens déjà pour accompagner ces communes-là, parce que on ne le dit pas beaucoup. Quand on crée une commune, ce sont les populations qui font vivre la commune. Les nouveaux maires qui seront élus vont imposer de nouvelles taxes qu'on ne payait pas avant. Certaines sont récoltées aujourd'hui par l'OTR et reversées aux mairies, aux délégations spéciales. Mais quand ces maires seront élus, ils vont imposer de nouvelles taxes. On a vu à Bogan notamment au marché quand les autorités municipales ont créé de nouvelles taxes, les gens n'étaient pas d'accord, mais ça va arriver forcément. Les mairies vont créer des taxes. Après, l'État aussi doit soutenir ces mairies. Donc, il y a les dotations de l'État. Certains comptent aussi sur les coopérations et les jumelages avec les mairies en Occident, ce qui, à mon avis, est une fausse route, parce qu'aujourd'hui, les mairies en Occident ont d'énormes difficultés. Les États en Occident diminuent
drastiquement les dotations qu'ils octroyaient aux mairies, donc ça devient plus difficile aux mairies en Occident de soutenir les mairies ici en Afrique. Bon, c'est vrai qu'il y a une forme de coopération décentralisée qui pourra être un peu plus active, mais il faut que ces mairies-là qui sont mises en place puissent vivre. Donc le problème de découpage est un problème qui ne doit pas se poser à un parti politique qui a une envergure nationale. Et c'est seulement les partis qui se replient sur des régions ou des ethnies qui ont ce problème de découpage électoral. C'est-à-dire que je suis par exemple populaire à Lomé et me dis si on crée 20 communes à Lomé, je peux peut-être remporter 12 communes ou 14 communes. Je suis pas populaire à Thiébié, si on crée 2 communes, celui qui est populaire là-bas peut les remporter. Non, je crois que aujourd'hui, la charte des partis politiques d'abord oblige tous les partis à avoir en leur sein donc des membres de toutes les régions du pays, et tout parti qui veut pas seulement remporter le local, parce que l'objectif d'un parti c'est de conquérir le pouvoir, c'est vrai à travers le local en partie, à travers les législatives donc au Parlement et le pouvoir suprême donc qui est la présidence de la République. Ce parti se doit d'être un parti national, implanté sur le plan national. Et aujourd'hui l'ANC a ce problème et donc croit qu'il faut doter beaucoup plus certains coins de la région maritime où indéniablement l'ANC est le parti donc le plus implanté, suivi par unir, donc il faut multiplier, mais ça ne se fait pas comme ça dans aucun pays, et je crois que sur ce projet le Togo a travaillé avec des partenaires techniques et financiers donc qui ont vu et étudié donc cet avant-projet avant qu'il ne soit soumis. Donc aujourd'hui, pour un parti, il faut aller arracher les voix. Partout où ces voix se trouvent sur le territoire national, il faut plus se contenter d'être cantonné dans certains coins. On parle de la région maritime, mais quand on parle des plateaux, c'est la deuxième région la plus peuplée aujourd'hui. Est-ce que l'ANC est populaire dans cette région? Non. Quand on prend les dernières législatives, c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il faut se battre pour remporter les élections dans un maximum de communes, pas simplement dans les communes du sud ou du nord. Quand on écoute l'ANC dire que les 6 communes de la zone Agouin-Nivé sont des communes créées pour les populations du nord, je crois que ça choque un peu. Pour un parti qui se respecte, on ne doit pas tenir ce genre de propos. C'est plutôt ce parti qui divise les Togolais, parce qu'il n'y a pas que les populations du Nord dans ces zones-là, c'est des Togolais qui y sont. Il faut aller les convaincre. La preuve, lui-même, Jean-Pierre Fabre, il arrive régulièrement d'organiser des marches là-bas. S'il sait que c'est pour la population du Nord, pourquoi il va faire ces marches là-bas? C'est des populations togolaises qu'il a le devoir de convaincre. Et donc je crois qu'il doit plutôt être dans cette logique plutôt que de se replier sur un groupe d'ethnie. Ça n'a pas été surprenant puisque lui-même s'est déclaré vainqueur de la dernière élection présidentielle sur la seule base de quelques résultats donc de certaines circonscriptions électorales du Sud. Mais on ne peut pas parce que, à contrario, aujourd'hui, UNIR est en train d'envahir le Sud, qui était le bastion de l'UFC d'avant, et donc héritière de l'ANC se sent déstabilisée. Je crois qu'elle ferait mieux de faire des incursions au nord pour aussi tenter donc de piquer sur l'électorat d'UNIR plutôt que de dire que cette partie du pays est fondamentalement, forcément pro tel camp ou tel bord politique. Non, je crois qu'il faut évoluer. En France, aujourd'hui, la situation est la même. Quand vous prenez le Front National, à l'issue des législatives, il n'a même pas pu avoir un groupe parlementaire. Et aujourd'hui, le Front National redemande d'abord, il y a quelques années, de demander un nouveau redécoupage électoral, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, le Front National demande un autre mode de vote aux législatives, le scrutin à la proportionnelle, que nous utilisons déjà ici au Togo. Donc, c'est ce que le Front National réclame aujourd'hui, espérant peut-être à travers ce scrutin-là, avoir plus de représentants au Parlement et pouvoir former un groupe parlementaire. Mais là encore, il ne faut pas être un parti qui s'intéresse à une partie de la population. Il faut avoir une politique qu'on peut vendre à tous les Togolais, convaincre à tous les Togolais, pas à une ethnie donnée, pas à une partie du Togo ou à une partie des Togolais. Donc je crois que c'est la première analyse qu'on peut faire de la sortie donc de l'ANC.
Maintenant, quand on vient au problème des numéros qu'on donne aux autres, quand on dit golf, on n'a pas inventé le golf. La préfecture du golf, on la connaît. Mais quand vous allez à Paris, vous avez des arrondissements, 16e, 12e et tout ça. Vous avez même le 9-4, le 9-3 et tout ça. Mais ça correspond à des noms. Quand bien même il y a le chiffre, ça correspond à des noms. Et je crois que les noms, en tout cas des chefs-lieux des communes, seront fixés ultérieurement par un décret. Donc, pris en Conseil des ministres. Il faut le rappeler, le découpage relève de la responsabilité donc du gouvernement. Le gouvernement l'a fait. Mais le débat ne doit pas être à ce niveau. Le débat, c'est les électeurs. Il faut convaincre les électeurs pour qu'ils votent beaucoup plus pour son parti. C'est pas une question de découpage. Je crois que faire ce jeu-là, c'est se tromper de combat. Et on peut déjà saluer l'adoption donc de cette loi parce que c'est une avancée vers la décentralisation. On en parle depuis des années. On oblige le gouvernement à le faire et le gouvernement, lors de la dernière réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation, a dit que le processus allait être propulsé donc à partir de l'adoption de cette loi. Donc ça a été fait. Je crois que les députés se devaient de le faire avant de partir en vacances parlementaires pour gagner du temps. On espère tout simplement que tous ces partis qui sont représentés donc au niveau du Conseil national de suivi de la décentralisation vont pouvoir s'accorder sur l'essentiel et avancer. Pour revenir donc à ce découpage, quand vous comparez le Togo à des pays comme le Bénin, nous avons toujours ce problème. Au Bénin, ils n'ont pas 80 communes pour un pays plus vaste que le Togo, plus peuplé que le Togo. Quand vous prenez les députés, le Bénin n'a pas 90 députés. Ils sont dans les 87, je pense, 87 députés. Nous sommes à 91 députés. Tout simplement parce que les gens veulent toujours qu'on découpe, qu'on crée des sièges dans des coins où ils sont populaires. Mais après, c'est des charges pour l'État. Il faut payer plus de députés. Les communes, les 116 communes, il faut trouver des moyens. L'État doit doter ces communes de moyens, d'infrastructures d'abord, de moyens. Maintenant, ces communes-là doivent avoir des ressources propres, donc imposer, donc créer de nouvelles taxes et que les populations devront payer pour pouvoir permettre à ces communes-là de travailler. Donc, pour ceux qui s'y connaissent en matière de décentralisation, ils trouvent que c'est déjà trop, 116 communes. Maintenant, quand on écoute l'ANC, il faudrait en créer beaucoup plus, puisque eux, ils fonctionnent uniquement sur les critères démographique qui ne peut pas être le seul critère qu'on peut prendre en compte. Il y a le critère géographique aussi, la superficie, mais il y a la viabilité des communes qu'il faut prendre en considération. Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a déjà ce qui peut permettre à une commune de démarrer? C'est pour ça qu'on n'a plus voulu en faire des cantons ou des villages, des communes automatiquement, sinon on en aurait beaucoup plus. Et je crois que la loi c'est la loi, elle est générale et impersonnelle. Il appartient aux partis tout simplement d'être des partis qui ont des tentacules réels sur tout le territoire national et essayer d'arracher les communes dans chaque coin du pays. Voilà, Germain. Cette semaine, on a célébré la journée internationale de soutien aux victimes de torture. Au Togo, les associations des défenseurs des droits de l'homme ont pondu des déclarations selon lesquelles on continue de torturer chez nous. On est allé même, selon ces déclarations, décorer les tortionnaires. D'après Acivito, 49 victimes, dont une femme et une mineure, ont été torturés en 2016 et tout se passe dans des commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Oui, donc la torture, il faut déjà la définir. C'est des formes de sévices qu'on fait subir à des personnes. Et je crois que les droits de l'homme exigent de par le monde que l'intégrité physique des personnes ne soit pas touchée, même quand ils sont concernés. Et là, bon, je crois qu'on pourra même reprocher
à ces associations de défense des droits de l'homme de n'avoir pas fait un bon travail, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes de la vindicte populaire dont ils n'ont pas fait cas, qui vont au-delà même de la torture. Les gens sont torturés, brûlés, et je crois que ces cas-là devraient beaucoup plus interpeller les acteurs de défense des droits de l'homme, parce que c'est vraiment inquiétant. Et quelqu'un qui n'a pas jugé et qu'on condamne à mort, et qu'on le brûle, peut-être si on l'a pris en flagrant délit, on peut dire qu'il est coupable. Maintenant, est-ce qu'il appartient aux citoyens de lui appliquer la loi? Bon, le débat est lancé, mais s'il est innocent, et c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant, s'il est innocent, est-ce qu'on peut le lyncher comme on le voit de plus en plus dans les rues, à Lomé, un peu partout au Togo, et le brûler? Donc je crois que c'est des situations, je suis un peu déçu que ces organisations n'aient pas pris compte de ces genres de situations, parce que ce sont les situations les plus alarmantes. Bon, maintenant, quand on revient au commissariat de police et aux brigades de gendarmerie, il faut dire qu'il y a des pratiques qui font que les gendarmes et les policiers de par le monde ont l'habitude de menacer les délinquants ou les prévenus pour qu'ils avouent. Maintenant, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Je sais pas, j'ai pas lu l'enquête. Donc, mais comme on l'a dit, ça fait partie des droits de l'homme qu'on ne doit pas toucher à l'intégrité physique des personnes, même quand elles sont en conflit avec la loi. Donc, on peut déjà se dire qu'il y a le code pénal qui a été adopté et qui incrimine la torture, ce qui n'existait pas dans notre pays. Ça veut dire que ces policiers, ces gendarmes qui torturent les gens peuvent se plaindre après contre eux pour dire qu'ils ont été torturés. Il y a également le code de procédure pénale, donc qui a été retouché par rapport au délai de garde à vue, parce que justement dans le commissariat et la gendarmerie, il y a des gens qui passent beaucoup plus de jours qu'ils ne devraient. Est-ce qu'il faut déférer les gens directement avec la surpopulation qu'on connaît donc dans les prisons au Togo? Donc tout ça, c'est un débat qui intéresse beaucoup le volet de la modernisation de la justice, donc qui exige de mettre beaucoup plus de moyens, de libérer aussi beaucoup plus les gens après des jugements qui devront être beaucoup plus réguliers. C'est vrai que des efforts ont été faits pour décentraliser un peu la justice avec la création des tribunaux de première instance un peu dans les grandes villes du Togo, les cours d'appel et tout, et d'organiser des assises beaucoup plus régulièrement qu'avant. Mais ça reste quand même des réalités. C'est toujours bien que ce genre d'association attire l'attention de l'opinion et des dirigeants sur la situation de la torture dans notre pays. Mais encore une fois, comme je le dis, je crois que quand on parle de torture, je ne sais pas si on voit ça de l'agent public aux citoyens ou des citoyens entre eux. C'est pour ça que quand on parle de violation des droits de l'homme et atteinte aux droits de l'homme, certains font des définitions, essaient de mettre des différences, mais je crois que là, il s'agit de la torture. Et comme je l'ai dit, dans les situations de vindicte populaire où les populations sont amenées à juger et à punir les présumés voleurs donc qu'ils appréhendent, les situations sont assez dramatiques et il faut que ces organisations de droits de l'homme, s'ils veulent être plus crédibles, donc puissent travailler beaucoup plus sur ce terrain aussi. Une information a été lâchée par le confrère de Dunia par rapport à une histoire de 6 milliards entre Kadanga et Madame Ingrid. À votre niveau, comment ça se passe cette information? Bon, alors je ne sais pas si Kadanga et Madame Ingrid se doivent de l'argent qui s'élève, mais j'ai lu comme vous dans Dunia que la CNSS poursuivrait l'ancien DG par rapport à une société qui a été créée, qui gérait le patrimoine dans de la CNSS. Alors moi j'ai cherché un peu, mais j'ai pas évolué dans mes investigations. Je n'ai pas la preuve. Il y a une histoire comme ça. Je n'ai pas les faits. Les faits, selon moi, ne sont pas établis.
Bon, en tout cas, je n'en ai pas les preuves. Et ceux qui l'ont dit, si le DG Kadanga a été poursuivi, il a été où à la justice? Est-ce qu'il y a eu un acte de justice donc qui a convoqué ce DG pour l'écouter, tout cela? Donc, je dis que je n'ai pas ces éléments et je n'ai pas la réalité des faits. Je demandais à certains, mais je n'ai pas pu avoir la réalité des faits, donc je ne serai pas en mesure de commenter cette actualité. On verra, peut-être le journaliste qui a publié l'information, si elle est exacte, pourra revenir avec d'autres précisions. Et tout doucement, on tend vers donc la fin de cette entrevue. Avant la culture, le panel de la ménagère est toujours très cher chez nous. Il y a quelques semaines, l'OTR a crié sur les toits avoir réduit la TVA sur les produits de première nécessité. L'homme de la rue se demande si effectivement il y a eu réduction de la TVA parce que tout paraît cher. Et nous personnellement, nous avons cherché à inviter l'OTR dans nos studios pour effectivement nous donner des preuves. Ils n'ont jamais répondu à cette invitation pour élucider nos auditeurs. Bon, est-ce que je ne fais pas l'avocat défenseur de l'OTR, mais je crois que j'ai assisté même à un débat sur une radio sœur, Canal FM, où il y avait le commissaire aux impôts qui expliquait cette réduction de la TVA. Donc on était d'ailleurs ensemble sur le plateau. Après j'ai suivi à la TVT, donc après Canal FM, je suis quand même à la TVT, des responsables de l'OTR venir expliquer cela. Et sur une autre radio, je ne sais si c'est Métropolis ou Taxi FM, quand même j'ai suivi. Donc je crois quand même que l'OTR essaie de communiquer suffisamment sur cette baisse de la TVA. Peut-être il faudra vous assurer si votre courrier ou vos courriers sont effectivement parvenus ou faire la démarche personnellement, aller rencontrer donc les chargés de com de l'OTR qui généralement sur ces questions sont assez disponibles. Maintenant, c'est pas une question de communication. La réduction des taxes est réelle. Elle a été faite donc pour le budget 2017. Donc depuis décembre déjà l'annonce a été faite et malheureusement ce sont les opérateurs économiques qui en bénéficient jusqu'à ce jour. L'idée derrière cette réduction, c'est que puisqu'on réduit ces taxes, que ces produits reviennent moins chers donc aux consommateurs. Mais nous constatons que les prix sont les mêmes et parfois augmentent. Donc les opérateurs économiques profitent des taxes qu'ils devaient payer à l'État et ne paient plus et font encore des bénéfices sur ce même produit au détriment des consommateurs. À ce niveau, la faute se situe à deux niveaux, j'allais dire. D'abord au niveau de l'État qui a pris cette décision de réduire cette TVA, qui devrait mettre en place un service effectif de contrôle des prix. Ce service existe, mais n'a jamais été assez visible sur le terrain. Et quand vous prenez une décision politique d'une telle importance, il faut quand même vous assurer qu'elle sera respectée sur le terrain, ce qui n'a pas été fait. On ne sait pas trop pourquoi. Et maintenant, le deuxième niveau de responsabilité, c'est au niveau des consommateurs, c'est à nous, la population. Quand nous allons acheter des choses et que nous constatons que c'est le même prix ou que ça a augmenté, nous devons dire non. Parce que nous avons l'information qu'on a diminué les taxes pour que ce produit-là, son prix soit baissé. Pourquoi vous ne descendez pas le prix? Il faut que la population s'y revendique ce droit. Parce que c'est en leur faveur que cette décision a été prise. On vous dira, oui, mais si tu n'achètes pas, il faut aller ailleurs. Oui, mais je partirai ailleurs. Le deuxième partira ailleurs. Même si je vais aller acheter ailleurs au même prix, je préférerais aller acheter ailleurs. Mais en passant quand même le message aux vendeurs chez qui je n'ai pas acheté, pour qu'ils se disent, ah, puisque j'achète ce produit moins cher, parce qu'on a diminué les taxes, il faut que le consommateur en profite. Donc je crois que là aussi, le consommateur a un rôle à jouer. Mais prioritairement, c'est l'État. Bon, maintenant, il y a des situations qui vont se présenter où les opérateurs économiques seront un peu honnêtes pour répercuter donc cette réduction de taxes sur le prix et continuer à en bénéficier, ou ils ne le feront pas et à la longue l'OTR et l'État constateront que malgré la réduction de cette taxe, rien n'a changé pour soulager véritablement le panier de la ménagère et vont remettre alors ces taxes. Parce que ça ne servira à rien
que ce soit uniquement les opérateurs économiques qui en profitent. Autant leur faire payer cette taxe qui va profiter à tous les Togolais, que cet argent mobilisé soit investi dans les routes, dans les écoles, dans les hôpitaux et tout ça, que cet argent reste dans les poches des opérateurs économiques. Donc les opérateurs économiques, là aussi, doivent jouer un franc jeu, répercuter un peu sur les prix, au risque de voir revenir cette taxe. Parce que si le résultat pour lequel on a pris la décision, on ne le constate pas sur le terrain, l'État n'est plus obligé de faire cette réduction si on ne profite pas aux populations. Donc tout le monde sera perdant. Donc il vaut mieux que les opérateurs économiques qui ont bénéficié de cette baisse de TVA fassent ne serait-ce qu'une petite réduction sur ces produits de première nécessité qui ont été cités dans cette loi. Pour terminer, culture, mois de la mode, acte 3, c'est ce samedi. Quelle est la particularité de l'acte 3 de ce mois? La particularité, c'est de nouveaux talents du stylisme togolais qu'il faut venir découvrir, parce que à chaque édition, il y a 6 nouveaux stylistes, donc qui font étalage de 30 modèles, donc que nous appelons les 30 tenues du mois. Donc chaque jour a sa tenue, donc les stylistes vont proposer cette tenue, et donc il y a 6 stylistes qui ont créé des tenues assez spéciales pour ceux qui viendront, histoire de faire découvrir d'abord leur talent et de se faire connaître, et en plus donc de donner du plaisir aux Togolais pour qu'ils s'habillent de plus en plus donc dans les créations locales. L'ambition du mois de la mode était tout simple, c'est qu'il y a pas mal de créations, pas mal de créativité au niveau des stylistes. Au Togo, nous pensions leur offrir une vitrine supplémentaire tous les mois, donc pour présenter leur tenue et influencer un peu plus les habitudes vestimentaires des Togolais, parce que nous sommes très souvent habillés à l'européenne, à l'italienne, à l'américaine, à la chinoise de plus en plus. Et alors qu'il y a vraiment des choses qui se font chez nous, de très belles choses, qui pourraient nous habiller, qui pourraient nous rendre jolis. Et donc ça se fait ce samedi 1er juillet, je crois qu'il y a 30 nouveaux modèles qu'il faut découvrir, avec des mannequins bien choisis qui vont donc vous présenter ce modèle-là. Et l'autre objectif aussi, vous savez, on compte au bout de quelques éditions lancer le magazine entièrement dédié à la mode qui sortira 2 fois dans l'année, et on va reprendre un peu ces créations-là pour ceux qui peut-être n'ont pas vécu les défilés en live, pour ceux qui aussi voudraient contacter ces couturiers-là pour se faire de belles tenues. Ce sont des stylistes qui sont affiliés donc à la mutuelle des artistes et journalistes du Togo. C'est donc l'une des activités de cette mutuelle en collaboration avec l'agence de communication Oracom et la participation de plusieurs partenaires, notamment les médias, dont le vôtre Radio Carré-Jeune, qui fait beaucoup donc pour nous accompagner dans la promotion de cet événement. Un appel, venez découvrir le talent togolais. Il y a 6 jeunes stylistes assez talentueux qui ont des tenues extraordinaires à vous montrer. Et puis le buffet est là, très accessible. En réalité, c'est un buffet de 5000 francs CFA. Mais nous avons un partenaire qui a permis de rendre ce buffet-là à 2500 pour ceux qui veulent se joindre au buffet. Après, tout le monde a accès au spectacle. Le buffet, c'est juste pour créer plus de convivialité. Donc, entre tous ceux qui seront là pour voir le spectacle, c'est bien de prendre part et de discuter, de regarder du beau spectacle. Les artistes sont là en prestation, donc on invite le public à se déplacer. C'est à Oceanic Restaurant, bar situé donc au niveau de GTA, espace culturel de loisirs, avec un joli podium décoré avec une place bien somptueuse et prête donc à vous accueillir. On espère que vous serez nombreux à ce rendez-vous, à cette 3e édition. Germain, bon week-end. Merci à vous et bonjour et à tous les auditeurs de RCJ. Merci à Germain Pouli, directeur d'application du journal Togo Réveil, avec qui nous avons décrypté l'actualité. Moi, Eugène Bamazé. Rendez-vous vendredi prochain avec un autre directeur d'application de la place. Bon week-end à vous et au revoir. 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 Bon week-end à vous. C'était Coin du DP.
Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.